Oui, alors j'ai utilisé mon droit de discrétionnaire d'auteur pour changer un petit peu le titre à la dernière minute. Ça marche allez, ça marche comme ça. Et donc, prévention de rationalité individuelle et rationalité collective. D'abord, je voudrais bien sûr remercier Pierre Corvol de cette invitation qui m'honore beaucoup et merci beaucoup, ainsi qu'à vous tous de bien vouloir assister à cette conférence. Ce que je vais faire, en gros, c'est donner quelques éléments d'économie politique un petit peu de la prévention, et puis ensuite rentrer un petit peu dans le détail de comment cette prévention marche ou marche pas, ou colle pas avec les postulats de la rationalité économique. Je serai assez proche de ce qu'a dit précédemment Roger Gannery et Pierre-Yves Joffard. Alors d'abord, il y a la prévention, c'est dans le domaine de la santé un domaine extraordinairement sensible, extraordinairement passionnel. On traite des non-malades, on traite des gens qui sont bien portants. Et donc c'est quelque chose qui est invasif, qui est autoritaire, voire pour certains totalitaire. Et donc il y a des discours. C'est un domaine où la science touche aux pratiques sociales, à la sociologie, aux représentations, à la philosophie qu'on peut avoir de la vie. Et donc c'est quelque chose qui déborde la médecine technique et touche à notre existence propre. Et donc il ne faut pas s'étonner à ce qu'il y ait cette espèce d'explosion d'opinions parfois très contradictoires. D'un côté, vous avez un discours très favorable, très institutionnel. La prévention, c'est bien parce que ça améliore le bien individuel et collectif, parce que ça responsabilise les individus. Ça fait un gap entre le financement collectif et le comportement individuel. Ça lie en quelque sorte l'individu et la collectivité. C'est aussi pragmatiquement une solution durable à l'irrésistible croissance des pans de santé. Mieux vaut prévenir que guérir, etc. Et puis, un élément critique, la France n'est pas assez de prévention, on est dominé par un système curatif, une culture médicale qui vise plus à soigner qu'à prévenir, un système d'assurance maladie et pas d'assurance santé, donc qui rembourse que les malades, etc. Donc, voilà, qu'on retrouve de manière récurrente dans les rapports officiels qui s'intéressent à la question. À côté de ça, vous avez, dans l'opinion publique, particulièrement en France, qui est à la fois un pays très médicalisé, mais aussi un pays très idéologique, où il y a des courants idéologique bien définie, vous avez des fortes résistances à la prévention pour des raisons de morale, de politique. Derrière la science, on suspecte parfois des arrière-pensées morales. Henry Ford avait interdit de fumer à ses ouvriers dans ses usines alors qu'il n'y avait aucune preuve de la nocivité du tabac. Simplement que l'ouvrier se donne un peu de bon temps, ça diminue la productivité. Il y avait donc un élément, si vous voulez, de relation sociale qui était et disons la nocivité de santé du tabac est venue comme une bonne nouvelle en quelque sorte, une bonne surprise, ratifier une pratique de contrôle social préalable. Donc il y a toujours cette idée qu'au fond on veut peut-être moraliser les comportements, et vous avez une opposition très libertarienne, peu forte en France mais assez forte dans d'autres pays, propriété du corps, liberté individuelle, pas de normalisation. Si la prévention est légitime, c'est moi qui la décide. Pas de politique publique, pas de. Et d'ailleurs, je le verrai dans la conclusion, les politiques de prévention obligatoires régressent en France, au profit du choix de l'individu. Les vaccinations obligatoires sont en diminution, et les nouvelles vaccinations, il y aura plus de vaccinations obligatoires. Je pouvais annoncer, toutes nouvelles vaccinations il y aura de recommandations, il y aura d'informations, mais plus l'obligation, comme c'était le cas du carnet vaccinal, des vaccinations du nouveau-né ou de la tuberculose, qui n'est plus d'ailleurs obligatoire. Et puis à côté de ça, vous avez une opposition plutôt antilibérale qui est assez forte. Je pense à un certain nombre d'auteurs, vous ne m'avez pas les citer, qui aussi reprennent sur un autre plan, l'idée de culpabilisation, médicalisation de la société, une forme de marchandisation, l'illusion de la vie éternelle et l'idéal d'un État qui contrôlerait de manière totalitaire les corps et les consciences. Donc la prévention nous met dans un débat compliqué sur la santé, etc. La prévention, on l'a définie. Bon, je vais passer vite. Il y a des concepts multiples dans la littérature. On est un petit peu submergé de concepts. Promotion de la santé, éducation pour la santé, santé communautaire, santé publique, principe de précaution. Tout ça désigne des choses un peu différentes. Il y a des ingrédients communs.
Il s'agit d'anticiper sur un risque ou l'aggravation d'un risque. Ça joue à un double niveau individuel et collectif. L'éducation et la formation sont les éléments clés de ces stratégies et ça relève d'une mission de régalienne de service public. Vous retrouvez ça dans tous les concepts qui sont utilisés, manipulés, diffusés par les institutions. Pour revenir un petit peu aussi, toujours clarifier les notions, vous avez rappelé ce matin, on l'a rappelé ce matin, vous avez rappelé la distinction primaire, secondaire, tertiaire. Il y a aujourd'hui on voit apparaître la notion de prévention quaternaire, hein, pour éviter, alors qui est un peu bizarre, ça a été adopté par l'Association mondiale des médecins de famille c'est une prévention contre les excès de la médicalisation. C'est une prévention anti-prévention, si je veux dire, une prévention qui se critique elle-même. Prévention contre les excès de la prévention. Voilà, il faut prévenir la prévention. Donc, dans la mesure où cette prévention déboucherait sur un petit peu des éléments excessifs. Les comptes de la santé distinguent la prévention individuelle sur patients identifiés, par exemple la médecine scolaire, travail, PMI, et puis le Fonds national de prévention et d'éducation pour la santé qui finance les vaccinations, par exemple, finance la vaccination contre la grippe, par exemple, est financée par ce fonds, séparé de la sécurité sociale. Et puis les interventions dites collectives, par exemple le contrôle des eaux, de l'air, etc., qui ne touchent pas un individu identifié. C'est une distinction qui est faite officiellement. Moi, j'aime bien la distinction selon les acteurs, distinction selon qu'elle est médicale, la prévention selon qu'elle est comportementale, qu'elle touche l'individu, ou bien qu'elle est environnementale, qu'elle est liée donc à l'environnement à la fois physique et social. J'utilise pas mal ce type de distinction dans mes cours et un certain nombre de choses. Et puis, alors, il y a aussi, là, pour nous rapprocher du sujet de la journée, la fameuse distinction de Gordon, 82, la prévention universelle, communautaire, l'ensemble de la population, la prévention sélective, donc qui touche des groupes de population spécifiques, mais spécifiques par leur activité, spécifiques par leur profil sociodémographique. Et puis, par exemple, les automobilistes ou les hommes de plus de 50 ans qui doivent se faire dépister le cancer du côlon ou de la prostate. Et puis la prévention ciblée, c'est-à-dire ciblée sur des groupes, cette fois définis par des facteurs de risque médicaux spécifiques. Par exemple, regardez les cinquantenaires hypertendus, ceux qui ont déjà, quelque sorte, bon. Donc, c'est relativement... alors bien sûr, on va le voir, disons, les rapports coûts-bénéfices de ces préventions diffèrent très largement selon ces cibles. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit ce matin Henri Leridon, mais rapidement quand même dire qu'il a fait tracer un vaste tableau des politiques de prévention. Simplement pour rappeler que c'est pas vrai, c'est faux de dire que la France n'est pas un pays de prévention. La France a eu au contraire, notamment au XIXe siècle, beaucoup de préoccupations hygiénistes, et c'était un projet très Troisième République, hein, c'est-à-dire qu'il y avait l'instituteur et l'adduction d'eau potable. Par exemple, Paris, que nous connaissons, est issu largement, toute la destruction du Paris médiéval sous la Troisième République, avait comme but, paraît-il, d'ouvrir des avenues pour empêcher la révolution de 1989 et de 48, que le canon puisse prendre en enfilade beaucoup plus de rues mais aussi détruire les quartiers insalubres de Paris. Il y a des textes extraordinaires dans la fameuse épidémie de choléra de 1841-42 à Paris, où les gens de l'époque sont très 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 soucieux, avec très grande lucidité, sur le fait qu'on meurt davantage dans le centre de Paris que dans les zones aérées de la banlieue. À l'époque, la banlieue est plus aérée que le centre, et qu'il y a un gradient social à la pathologie. Vous avez rappelé Villermé, mais disons c'est très très on a ça aussi chez la plupart des auteurs de l'époque. Donc c'est vrai que ensuite, alors ce projet très santé publique, très vaccination obligatoire, très normatif, très républicain, très etc., a été un petit peu affaibli par la montée des traitements curatifs. La pénicilline et les antibiotiques ont vidé les sanatoriums. On a fabriqué des sanatoriums par dizaines après 1918 et qu'on a fermés, qui sont devenus des hôtels, des hôpitaux, voire qui ont été détruits, mais des centaines. Et donc, il y a eu une espèce on a créé une assurance maladie, et voilà, et on a développé, et on s'est un peu ringardisé
la prévention. La prévention est devenue un peu plus ringarde, puis elle a retrouvé une deuxième jeunesse ces derniers temps, ces dernières années, avec d'une part, dans une logique très différente, une logique plus sécuritaire, une logique plus individuelle, une logique plus patient-based, portée effectivement par la loi de 2002, c'est effectivement bien de l'avoir rappelé, portée par l'idée que le patient est aujourd'hui au centre du système. C'est moins une vue républicaine, c'est plutôt une vue individuelle, une vue poussée par disons le choix des individus eux-mêmes, avec également le développement de cette logique disons de cette veille particulière des patients aux effets négatifs de la surmédicalisation. Donc, et puis ce fameux principe de précaution qui est très ambigu. Alors là, je ne peux dire qui est donc la loi Barnier. C'est exactement, Roger l'a cité tout à l'heure de mémoire, mais c'est exactement ça. L'absence de certitude continue des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. Alors, il y a cette notion d'irréversibilité qui est effectivement, je pense que s'il y a quelque chose de profond, c'est l'idée qu'il y a des évolutions sur lesquelles on peut revenir et des évolutions qui sont irréversibles. Et ça crée effectivement une différence profonde et qu'il faut prendre en compte d'un certain point de vue. Un choix corrigeable n'est pas pareil qu'un choix qui ne l'est pas. Ça, je pense que c'est une distinction que les économistes ne peuvent peut-être pas porter, les théoriciens du choix, les spécialistes du choix, pas porter assez d'attention au fait que certains choix impliquent, c'est les bifurcations à la Stengers, disons, il y a dans la progression des sciences et de la société des éléments de bifurcation qui fait que ce qui engage l'avenir sans possibilité de retour en arrière, c'est un élément important. Cela étant, le principe est peu opérationnel, difficile de proportionner une réponse à un risque inconnu. C'est quoi un coût acceptable? Est-ce que quand le volcan... aujourd'hui, on discute de la sécurisation des centrales nucléaires, il va falloir dépenser plusieurs dizaines, centaines de milliards dans les 3-4 années pour sécuriser. Est-ce que c'est un coût acceptable? Sans doute, puisqu'on va le faire, donc c'est un coût acceptable, mais peut-être qu'à côté, on ne dépensera pas le même coût pour sécuriser d'autres choses, des gens qui meurent facilement dans des populations défavorisées et qui meurent effectivement, pas virtuellement. Donc il y a effectivement une très grande divergence, avec derrière des débats philosophiques entre une vision un petit peu pessimiste du monde et puis une vision au contraire très optimiste, qui fait confiance au fond, les problèmes futurs, la génération future résoudra les problèmes futurs. Nous avons résolu les problèmes présents, les générations passées ont résolu leurs problèmes, le futur résoudra les leurs. Faisons confiance aux capacités inventives de l'espèce humaine. Bon, pour terminer cette première partie, rappeler quand même, pour chiffrer quand même qu'on fait un petit peu de prévention en France, on en fait plus qu'on ne le dit. C'est-à-dire que dans les comptes de la santé, c'est environ effectivement quelques 5%, 6% de la prévention, mais des études de l'IRDES ont ajouté, donc sont arrivées à près de un peu moins de 10%, en ajoutant les dépenses officielles des institutions à celles des dépenses médicales qu'on peut considérer comme des dépenses de prévention, par exemple le traitement de l'hypertension artérielle, ou plutôt les ventes de médicaments antihypertenseurs, parce qu'il est plus compliqué de compter les visites qui sont souvent à plusieurs, les ventes, les vaccinations, voilà, que les comptes de la santé n'isolaient pas parce qu'elles étaient plus fondées sur une logique d'institution que sur une logique de motivation de la dépense. Donc voilà, donc tout ça c'est intéressant. Le président de la République a donné comme objectif d'atteindre 10% de prévention en 2015. On ne l'atteindra pas, même en recombinant les comptes, mais ça prouve quand même qu'on ne fait pas que, disons que l'idée que la France n'est pas un pays de prévention, parce que là, on serait à peu près comme les autres. Bon, la rationalité.
La prévention comme stratégie, au fond, comme ça c'est rationnel ou pas, rentable ou pas, tourne autour de 3 concepts. Le concept de risque, le concept de temps et le concept de coût. Il faut combiner ça. Vous avez un événement risqué, donc comment vais-je appréhender le risque, qui va survenir dans le futur, donc comment vais-je appréhender le fait que c'est pas maintenant, et puis qui va me coûter d'abord aujourd'hui, et puis pour éviter quelque chose. Donc il y a un rapport de coût entre ce que je dois dépenser aujourd'hui et ce que je gagnerai dans le futur. Donc, combinez ces 3 concepts et vous avez ce qui est une prévention rationnelle. C'est une prévention où le coût actuel est inférieur à la baisse de probabilité multipliée par le coût futur actualisé. Voilà, c'est la petite équation qui est là, qui est très simple. Mais au fond, tout tourne autour de ça. Combien ça me coûte aujourd'hui de prévenir, c'est cher ou pas cher? Quelle est l'efficacité? Combien je diminue le risque? Quel est l'événement? Quelle est la gravité de l'événement? Et puis, est-ce que c'est loin ou pas dans le temps? Et donc, quand on combine tout ça, on a une attitude. On peut avoir une attitude dite rationnelle. En principe, la rationalité économique voudrait que on fasse une action de prévention dès lors que le coût actualisé évité est supérieur au coût actuel de l'action de prévention. Donc, ce sont des conditions d'optimalité qui sont certainement plus faciles à obtenir dans le cas d'une prévention ciblée, où certainement elle sera plus efficace, où le coût sera peut-être moins important parce qu'on traitera moins de gens. Après, il reste le problème du temps et puis le problème de l'événement. Alors, tout ça veut dire aussi que la prévention n'est pas nécessairement optimale ou rationnelle. Si vous avez un événement, par exemple, si votre prévention n'est pas efficace, si delta P égale 0, la prévention n'a pas lieu d'être. Ça peut être le cas. Il peut y avoir des préventions qui sont peu ou pas efficaces. Si le coût de l'événement futur est très peu cher, pourquoi faire une prévention pour éviter quelque chose qui coûte pas cher? On a des exemples. Si l'événement se situe dans un temps infini, par exemple au-delà d'un temps tellement infini, par exemple le cancer de la prostate, dont pour un certain nombre d'individus, l'échéance létale est après la mort pour d'autres raisons pourquoi développer? Moi, un cas personnel, les docteurs ont beaucoup embêté mon père avec ça, alors qu'il est mort bien avant d'autres choses, le malheureux. Et au fond, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Mais disons, l'horizon de temps était sans réelle la raison comme une mesure avec ce qui lui restait à vivre vis-à-vis d'autres pathologies. Donc toute prévention, au fond, l'idée, est-ce que la prévention, est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir? La réponse de l'économie, ce serait ça dépend. Ça dépend des valeurs respectives de CP, delta P, CM, R et T. Même R, même le taux de dépréciation sociale du temps peut jouer là-dedans. Donc ça dépend. Par exemple, si je vaccine contre la grippe dans une population jeune, vraisemblablement c'est pas rentable, parce que vacciner contre la grippe, faire payer un vaccin, une visite, une consultation, une injection à un patient qui, s'il est malade, coûtera à peu près aussi cher, et il restera chez lui 3 jours pour faire passer l'infection virale. Bon. En revanche, donc ça peut être pas rentable, efficace, mais pas rentable. On peut aussi avoir des préventions qui sont très rentables, mais très peu efficaces. Par exemple, faire des conseils, donner des conseils. C'est pas très efficace, mais c'est très rentable parce que ça coûte pas grand-chose. Donc il peut y avoir toute une espèce de configuration des choses qui font que l'idée, au fond, ça nous renvoie, nous, à notre travail de calculateur économique et de mettre ensemble les données et de faire encore et de faire le calcul. Si je prends chacun des éléments, un mot sur chacun des éléments du modèle, le risque, le temps, le coût. Le risque, la perception des individus des situations risquées est une des choses les plus fascinantes qui soit. C'est-à-dire que autant nous sommes relativement homogènes dans des comportements en matière de certitude, on sait tous distinguer un bien d'un mal à peu près, autant dès que ce bien ou ce mal est affecté d'un coefficient d'incertitude, d'une probabilité, là les comportements varient de manière à l'extrême. Il y a des gens qui vont rechercher le risque, des gens qui vont le fuir. Il y a une extraordinaire... La notion de risque ouvre l'éventail des comportements possibles. Elle crée même quelque chose d'assez bizarre. Un événement improbable affecté d'une probabilité, c'est quoi? C'est un événement qui existe peut-être. C'est une situation d'existence virtuelle. Ni il n'existe pas, ni il existe, il existe peut-être. Avec un degré d'existence qui est mesuré par cette probabilité. Mais jouer avec des événements ou des objets qui existent peut-être, c'est extrêmement compliqué.
Je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas. Est-ce qu'il serait malade? Peut-être. Peut-être. La réponse est peut-être. Et on vous peut éventuellement le quantifier, vous dire, oui, 0,8. Mais 0,8, so what? Donc c'est assez compliqué. On n'est jamais dans un univers déterministe et on raisonne quand même beaucoup en vie quotidienne dans un environnement déterministe. Il y a aussi le problème on a affaire à des petites probabilités. La petite probabilité est un problème. Au fond, on sait assez facilement appréhender des probabilités de l'ordre de 0,5, 1 tiers, 2 tiers, même 1/7, 1/6 quand vous lancez les dés. 1/100, 1/1000, faire passer une probabilité d'1/100 à 1/1000, donc diviser un risque par 10, ça veut dire quoi? C'est extrêmement compliqué. On essaye de faire des dispositions dans les enquêtes en montant des cibles blanches avec des petits secteurs rouges en disant, voyez, vous êtes... Mais disons, la perception des petites probabilités est un problème. Or, on est en fait dans des petites probabilités. C'est-à-dire qu'on meurt peu en France, on meurt très peu. 1% des Français meurent par an. C'est quoi 1%? C'est très peu. Pratiquement négligeable, 1%. Donc on est sur des probabilités qui sont relativement faibles. Les risques sont concurrentiels, c'est-à-dire que si je prends un risque, si je sauve un risque, si je m'intéresse à un risque, j'en aurai un autre, il sera remplacé par un autre. Quand je fais de la prévention cardiovasculaire, on va dire je sauve des vies. Non, je sauve des vies à condition que, toutes choses égales par ailleurs, il ne m'arrive rien d'autre. Mais en fait, si vous sauvez une vie par une action de prévention, vous libérez le terrain à une autre pathologie. Donc les risques sont concurrentiels, sont compétitifs, et donc finalement, comme disent les gens, il faut bien mourir de quelque chose, tant qu'à faire, pourquoi pas la mort cardiovasculaire est peut-être plus simple et plus rapide et plus propre, entre guillemets, que la mort par dégénérescence, etc. Mais les causes de mortalité se révèlent les unes les autres. C'est-à-dire que tout gain sur une cause de mortalité révèle tant qu'on est immortel, et même on ne sera jamais immortel, je vous le rassure là-dessus, à supposer même qu'on arrive à trouver des gènes ou des mutations, à faire en sorte que nous ne vivions éternellement biologiquement, il sera toujours possible de vous tirer une balle dans la tête ou de vous faire exploser une voiture, et donc en voiture, etc. Et donc la mortalité, l'idée d'une immortalité biologique ne veut pas dire qu'on sera immortel physiquement. Ça même rendra les choses intéressantes. Est-ce que dans une société immortelle, on enverra les gens se faire tuer à la guerre, dans la mesure où ils perdent non pas quelques années de vie, mais ils perdent l'éternité. Et donc le coût est infini. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir comment, dans une société d'hommes éternels, on peut raisonner sur ça devient infini. Je ne perds pas, j'anticipe pas ma mort, je perds quelque chose qui est forever, et donc ça change un petit peu les choses. Bon, on a aussi des probabilités, nous agissons, nous, sur des probabilités dites subjectives, c'est-à-dire la manière dont nous voyons les probabilités, c'est en fait les degrés de croyance. Nous avons, nous, une perception de la probabilité. Un événement probable, pour nous, c'est un événement dont on pense qu'il va se produire. Bon, les statisticiens, eux, ils ont des probabilités fréquentistes, fondées sur l'observation d'une grande série, la loi des grands nombres, en physique, von Mises. Les comportements économiques sont plutôt fondés sur des probabilités de degré de croyance, à la Keynes, le père, ou à la Friedman Savage, avec cette idée extraordinaire démonstrée par Friedman Savage, très très joli résultat, qui montre que l'axiomatique de nos croyances ressemble comme deux gouttes d'eau à l'axiomatique des probabilités. C'est-à-dire que quand nous croyons qu'un événement est certain, il vaut 1, quand nous croyons qu'il ne vaut pas, il vaut 0, et puis deux événements indépendants se multiplient, etc. Donc c'est tout à fait... et donc, mais c'est des probabilités subjectives. Je cite Jules César sur son... Montaigne raconte l'histoire de Jules César qui, devant prendre un bateau, et il y a une grande tempête. Le capitaine est mort de peur, et Jules César dit au capitaine, « Tu as peur parce que tu ne sais pas qui tu transportes. » Parce que, mais transportant César, forcément, et il ajoute, va, traverse les flots, avec César à bord, tu ne crains rien. Parce qu'il y a une incroyable confiance en lui, il ne peut rien lui arriver, il est César, et donc la peur n'est liée qu'au phénomène de méconnaissance des gens. Bon, le temps est aussi un des éléments qui notre calcul. Nous dépressions le futur, c'est-à-dire qu'on préfère, de manière générale, on préfère en général le présent au futur, c'est le fondement de l'emprunt, quand on
paye une maison, on préfère en payer plus, avoir des enchevêtrements de l'intérêt, etc., etc. Cela étant, temps et risque sont liés. L'homme qui tombe là, il va s'écraser, il va mourir avec une certitude 1. En fait, il est déjà mort. S'il n'est pas déjà mort là, c'est qu'il peut arriver quelque chose. Et donc, la probabilité n'est pas de 1. Mais il est... Et là encore, Jules César disait ça. Il y avait toujours Jules César, toujours même source. Un de ses soldats qui disait, César, voilà, j'ai beaucoup combattu, je suis tout couturé, j'aimerais aller à la retraite, que tu me donnes un lopin de terre pour que je finisse mes jours tranquilles. Et César le regarde et dit, et ainsi, tu n'es donc pas déjà mort. Il est déjà mort, d'un certain point de vue, de même que cette personne est déjà mort. La probabilité que 1 fait que le temps s'annule, en quelque sorte, et que l'événement... et que le temps qui passe n'est plus qu'un temps calendaire. C'est pas un temps d'événement, c'est un simple étirement de la durée, mais il n'y a pas d'événement qui va se produire. Ou si un événement se produit, c'est que la probabilité n'est pas égale à 1. Donc il y a effectivement cette espèce de correspondance assez intéressante entre le temps. Bon, je ne parle pas de la parabole des soldats de Cantillon, qui montre que des gens très différents, avec des préférences pour le présent très différentes, peuvent agir très différemment. Le coût également. Alors, troisième élément du modèle, les coûts. Bon, la prévention, ça a un côté matériel, ça a un côté psychologique. Hein. Changer ses comportements, c'est compliqué. C'est peut-être même plus compliqué de changer ses comportements. Ce qui est plus compliqué, vraisemblablement, c'est de changer les coûts. On change d'opinion assez facilement, on change de comportement un peu difficilement, et on change de goût pratiquement très 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 difficilement. Donc il y a, nos caractéristiques n'ont pas la même inertie au temps. Bon. Et donc il y a effectivement un fatalisme, bon, si ça doit arriver, Inch'Allah. Il y a des comportements d'imitation et de distinction dans les deux sens, le refus de la médicalisation, refus de la maladie. Hein, c'est-à-dire que il faut voir un peu c'est très intéressant de voir les motifs de non-prévention. C'est souvent « je veux pas savoir ». Ça me sert à quoi de savoir, hein. L'angoisse d'une femme qui va se faire une mammographie. Hein. Qu'est-ce qu'on va me dire ? Qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer ? Qu'est-ce qu'on risque de m'annoncer ? Ou de monsieur qui va se faire une coloscopie. Donc il y a une espèce de préférence pour l'ignorance dans une certaine mesure. Ça doit arriver, mais pourquoi aller m'embêter aujourd'hui, moi qui me sens bien, avec cette menace ? Je passe sur l'addiction. Et puis, pour compléter le modèle, il y a cette idée d'externalité, que la prévention des uns bénéficie aux autres, et donc il donne cette dimension sociale de lien entre mon attitude et l'attitude des autres. La courbe là ne fait que montrer que pour protéger à 100% une population, il suffit de vacciner une proportion estimée à 60-70% d'une population. Une population, dans le calcul sur le H1N1, on avait fixé environ à 70% le seuil. On considérait que la population était couverte. Les calculs, les fameux achats étaient fondés sur un calcul de ce type. Un dernier point, ou un point auquel je tiens, c'est quand même que la prévention, c'est aussi, d'un certain point de vue, son facteur, disons, sa face un peu cachée, un facteur d'inégalité sociale. C'est-à-dire que la santé est un bien supérieur, hein, on l'a dit tout à l'heure, Pierre-Yves il a fait allusion, oui, c'est vrai qu'on se traite d'autant mieux qu'on est riche. Hein, c'est-à-dire que nous dépensons 10% de notre PIB, les pays intermédiaires dépensent 6% d'un PIB qui est 2 fois plus faible, et les pays pauvres dépensent 2% d'un PIB qui est 10 fois plus faible. Bon, donc ça a toutes les caractéristiques d'un bien supérieur, d'un bien de luxe. Plus on est riche, plus on se soigne. C'est pas du tout... Que font les pays pauvres ? Des enfants. Hein, pour compenser la mortalité, ils font beaucoup d'enfants. Au fond, les soins médicaux, c'est un substitut à une très forte natalité. Bon. Et en revanche, dit vu par et peut-être que la prévention est encore plus un bien supérieur, car elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à des gens qui peuvent recevoir des messages, comprendre des messages, qui ont un intérêt pour leur corps, qui ont un intérêt pour leur santé, qui ont un intérêt qui ont un concernement collectif, qui ont un intérêt pour la collectivité, et donc qui ont des éléments qui apparaissent dans des sociétés sophistiquées avec des gens
gens éduqués, avec, disons, un souci de l'avenir, qui ne vivent pas dans l'immédiateté. Au fond, la pauvreté, sur l'enseigne, c'est ça, c'est la personne qui n'a pas de maîtrise sur son environnement immédiat, qui n'a pas de maîtrise du temps, qui n'a pas de maîtrise des savoirs, auquel il manque ses capabilities, ses capacités à être, capacité à faire. Et la prévention est typiquement un domaine qui s'adresse à des gens à haute capabilities. Il faut very high capabilities to adopt prevention behaviors. Et c'est parce que disons l'élément, les éléments le vecteur de la prévention est sophistiqué. Et donc il y a alors il y a un travail récent de ma collègue à Dauphine et amie Florence Juzeau, qui, avec les données de l'enquête protection sociale 2008, dans laquelle il y a deux questions sur l'attitude face au risque et l'attitude face à l'avenir, montre d'une part que ces attitudes sont corrélées, ça me fait plutôt plaisir, c'est-à-dire que les gens qui sont present-oriented sont aussi des risk lovers, hein, bon, et puis qui montre aussi que le fait d'être present-oriented, eh bien, est très corrélé et d'autant plus corrélé que le niveau d'éducation est faible. Plus le niveau d'éducation est faible, plus on vit dans le présent. Et la capacité à se projeter dans le futur, à voir, etc., est un élément, disons, de sophistication et de ses capacités. C'est un papier qui a été présenté hier à un colloque franco-britannique que nous organisons au Collège économiste de la santé. Voilà, donc les comportements de prévention sont donc différents d'un individu à l'autre, collectivement certainement sous-optimaux, inégalitaires, ce qui donne certainement des motifs d'intervention publique. Quel type d'intervention publique? L'intervention publique a toujours hésité entre prohibition et incitation. Il y a un déclin historique des politiques autoritaires, la fin des vaccinations obligatoires, le risque lié au traitement préventif, le fait que les gens ne veulent pas prendre de risques, y compris pour la vaccination, la demande d'autonomie des patients, et donc le modèle futur sera un modèle beaucoup plus négocié, individu-État, qu'un modèle tout État. Ça ne sera vraisemblablement pas il y a des limites à la taxation financière. Je sais bien que dans certains assureurs font des remises de primes à des individus qui ont des preuves par exemple, qui ne fument pas, enfin qui ont des preuves de comportement de manière préventive. Néanmoins, c'est quand même compliqué de définir un comportement entre un comportement de prévention actif et passif. Est-ce qu'on va obliger est-ce que la prise de risque est pareille que l'absence de prévention, hein? Est-ce que prendre un risque, c'est pareil? Est-ce que, par exemple, fumer, c'est pareil que ne pas se faire dépister un cancer? Donc, par contre, on peut envisager l'obligation d'assurance pour certains risques. En guise de conclusion, une prévention ciblée sur la population risque, parce que je pense qu'elle est effectivement plus coûte efficace, hein, pour des raisons de rationalité collective. En revanche, une approche certainement multifactorielle. Je pense qu'aussi un des éléments nouveaux un petit peu de la prévention, je ne vais pas développer tout ça, mais bon, notamment on le voit bien dans l'obésité, c'est que l'intervention est nécessairement multifactorielle, médicale, mais aussi comportementale, mais aussi environnementale, l'alimentation. Ça met en jeu tout, le comportement individuel, les industries agroalimentaires, le traitement médical de l'obésité. Et donc, face à cette épidémie, ce fléau du XXIe siècle, la réponse ne peut pas être à aucun moment dans les mains d'une seule profession. L'intégration des facteurs culturels et comportementaux pour éviter les inéquités dans l'élaboration des actions. Je pense aussi donner de la prévention, ça on insiste beaucoup avec Antoine Flao, etc., à l'école de santé publique, c'est une prévention gaie. Prévention, les 5 sages, on a eu le rapport des 5 sages qui donnait de la prévention une idée triste. La prévention, c'est l'interdiction de faire tout comportement. Et donc, avoir de la prévention une option vie et pas une option moins de vie.
plus de vie, on peut vivre et faire la prévention, et la prévention n'implique pas de rabougrir les plaisirs de la vie, donc promouvoir cette idée d'une prévention. On avait même eu l'idée de faire la journée de la vie où on pourrait promouvoir comme ça en disant arrêtez de fumer, mais arrêtez de fumer parce que c'est bien maintenant, pas forcément parce que c'est bien plus tard. C'est tellement bien. D'abord, on économise 6 euros par paquet. On peut même s'acheter un test, faire décoder son génome. Bon, donc voilà, valoriser la bonne santé plutôt que la dramatisation du risque. Et puis cette idée quand même, qui est même, je trouve, est intéressant parce que la prévention, c'est le vecteur entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. C'est ce lien compliqué qui nous lie et qui définit un peu mon devoir vis-à-vis de l'assurance maladie qui finance ma maladie et vis-à-vis de vous et de mes collègues contemporains vis-à-vis desquels je risque de transmettre ou je risque de recevoir des pathologies. Je vous remercie.